Bonjour, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, on va voir que l'épine dorsale du Canada central, ou si on veut le duo Québec-Canada, ou encore le corridor Québec-Windsor, est bourré d'anomalies géopolitiques qui jouent constamment en défaveur du Québec au point de faire de la ville de Montréal la grande ville la plus pauvre du Canada. On va commencer par identifier les principaux acteurs de notre géographie. On a parlé dans les autres vidéos de l'axe Saint-Laurent-Grand Lac, ce qui, d'un point de vue canadien, est une autre manière de désigner le Québec et l'Ontario. L'axe Saint-Laurent-Grand Lac appartient au même bassin hydrographique et est coupé par deux grands obstacles naturels. Le premier est celui qui commence au rapide de Montréal, qui empêche les bateaux de passer, qui se continue en remontant tranquillement jusqu'au lac Ontario. Il y a un dénivelé total de 69 mètres entre les basses terres du Saint-Laurent et le niveau du lac Ontario. Ce qui est important au niveau géopolitique parce qu'il faut dépenser de l'énergie constamment pour vaincre ces 69 mètres et ce sont des pertes qui s'accumulent chaque mois, chaque année, chaque décade, chaque siècle. Ce qui est très important au niveau géopolitique. Le deuxième obstacle important se situe au niveau du Niagara, où là, on a un dénivelé total de 100 mètres entre le niveau du lac Ontario et le niveau du lac Erie. On voit ici sur le croquis que le lac Ontario se situe l'essentiel de l'économie ontarienne, est isolé entre les basses terres du Saint-Laurent qui sont 69 mètres plus bas et les autres grands lacs qui sont 100 mètres plus haut. Au sud de l'axe Saint-Laurent-Grand Lac, il y a des montagnes, essentiellement les Appalaches, mais également les Adirondacks qui sont situés au sud-ouest du Québec et qui appartiennent à un autre domaine géologique. Ces montagnes sont coupées par deux grandes vallées qui ont joué un très très grand rôle dans notre histoire. La première est la vallée de sens nord-sud qui va de Montréal jusqu'à New York en ligne droite et qui regroupe le lac Champlain, la ville d'Albany et le fleuve Hudson. La deuxième vallée est de sens est-ouest, c'est la petite vallée de la Mohawk qui va d'Albany jusqu'au Grand Lac. Pendant très longtemps, en fait de tout temps, la petite vallée de la Mohawk a joué le rôle de concurrente de la grande vallée du Saint-Laurent pour rejoindre les Grands Lacs. C'est d'autant plus vrai que depuis plus de 200 ans, la vallée de la Mohawk est entièrement inclue dans le territoire américain. Ça a résulté de la poussée anarchique des Américains vers l'ouest après leur victoire lors de leur guerre d'indépendance, ce qui leur a permis, ils étaient tellement puissants à l'époque, d'imposer une frontière qui faisait leur affaire, notamment la frontière qui passe au centre des 4 grands lacs du Nord, ce qui fait que, par exemple, que le lac Michigan est totalement américain. Ce tracé de la frontière canado-américaine a eu une conséquence géopolitique très importante dont on entend rarement parler, c'est que le Québec occupe les deux rives du Saint-Laurent et est relié par le Saint-Laurent aux deux rives des Grands Lacs. Et non pas seulement à la rive nord où on trouve seulement la ville de Toronto. Sur la rive sud des Grands Lacs, on trouve de très grandes villes comme Buffalo, Cleveland, Détroit, Milwaukee ou Chicago, dont la masse démographique et économique domine totalement celle de l'Ontario. Au fur et à mesure que les Américains s'en allaient vers l'ouest, ils ont vite compris que ça ne valait pas la peine de conquérir le Saint-Laurent puisqu'ils possédaient la vallée de la Mohawk, qui était complètement en territoire américain. Et ils ont donc décidé de l'utiliser à plein en construisant dès 1825 le canal Erie qui allait d'Albany jusqu'à Buffalo directement sur le lac Erie. Ce qui leur a permis de court-circuiter les deux dénivelés dont on a parlé tantôt. Avec pour résultat que le lac Erie est devenu un lac purement américain dominé par Buffalo, Cleveland, Détroit et où ne se trouve aucune grande ville canadienne, alors que le lac Ontario est dominé par Toronto et où ne se trouve aucune grande ville américaine. Au fur et à mesure que le Canada se développait, et notamment que les prairies se peuplaient et qu'ils produisaient de plus en plus de grains de viande qu'il fallait exporter, les Canadiens anglais ont eu l'idée, et ils l'ont fait partager par les Américains, qu'il valait la peine de construire la voie maritime du Saint-Laurent qui était plus creuse que le canal Erie et qui permettrait de rejoindre Montréal jusqu'au fond des Grands Lacs, ce qui permettrait de développer à leur avantage l'exportation des grains des prairies et l'exportation des produits manufacturés produits au niveau des Grands Lacs. Beaucoup de Québécois se sont opposés à la construction de la voie maritime parce qu'ils comprenaient qu'ils paieraient une grande partie des frais de construction et que ça servirait à transférer vers Toronto une grande partie de l'activité économique du Québec. Ce qui est arrivé, puisque 1959, l'année de l'inauguration de la voie maritime, a marqué le début du déclin de Montréal et le début de la croissance de Toronto. Alors voici pour notre géographie. Parlons maintenant des anomalies qui appauvrissent continuellement le Québec, Montréal et chacun d'entre vous. Il est tellement rentable d'utiliser la surface plate des océans pour faire du commerce
que de nos jours, la vaste majorité des grandes métropoles industrielles du monde sont situées sur le bord des océans. C'est vrai de Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Jakarta, Calcutta, Bombay, Le Caire, Le Cap, Lagos, Buenos Aires, Caracas, partout. Il y a un deuxième endroit qui est encore plus rentable pour bâtir une métropole industrielle, c'est au bout d'un long fleuve navigable. Or, au Canada, c'est Montréal qui possède un des ports en eau profonde les plus éloignés des côtes du monde entier. La richesse et les industries auraient donc dû se concentrer à Montréal. Or non, ça s'est concentré à Toronto et en Ontario qui sont au fond des Grands Lacs. C'est d'autant plus étonnant qu'il existe une loi géopolitique qui dit qu'un pays enclavé comme l'Ontario, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès à la mer, est ordinairement moins riche, moins peuplé, moins développé que le pays voisin qui a un accès direct à l'océan. Cette loi géopolitique est valable à peu près partout, surtout dans les pays enclavés et pauvres comme la Mongolie, le Laos, le Népal, l'Empire centrafricain ou la Bolivie. C'est même vrai en Amérique du Nord. Si on regarde sur la côte ouest du Canada, on se rend compte que Vancouver est une ville qui est plus peuplée, plus industrialisée que Calgary ou Edmonton, qui sont à l'intérieur des terres. C'est Vancouver qui reçoit régulièrement le titre de ville où il fait le mieux vivre dans le monde. Ce qui veut dire que si on enlevait le pétrole de l'Alberta, Vancouver dominerait complètement l'ouest du Canada. Cette loi est encore valable aux États-Unis, en Californie, sur le bord du Pacifique, où des villes comme San Diego, Los Angeles et San Francisco sont plus peuplées, plus industrialisées que des villes comme Salt Lake City, Denver ou Phoenix, qui sont à l'intérieur des terres. La même loi est encore valable sur la côte est américaine. Sur la côte est américaine, les industries et la richesse ne se sont pas concentrées à Buffalo ou à Détroit au fond des Grands Lacs. Ça s'est concentré dans ce qui s'appelle le Boss Wash, la région la plus riche des États-Unis qui est située entre le Boston et Washington et qui comprend New York, Philadelphie et Baltimore. Et aux États-Unis, la capitale c'est à Washington sur le bord de l'océan. La bourse est à New York. Les sièges sociaux, les grandes multinationales, les grandes universités, les grands centres de recherche sont dans le Boss Wash. Quand on arrive sur la côte est, la partie est du Canada, surprise, ces institutions-là ne se sont pas concentrées dans une ville océanique comme Montréal, comme partout ailleurs sur la planète. Ça s'est concentré à Toronto et en Ontario, au fond des Grands Lacs. C'est d'autant plus étonnant que l'économie du Canada et des États-Unis sont imbriquées comme les 10 doigts des 2 mains. Les spécialistes disent même que quand les États-Unis ont le rhume, le Canada éternue. Le Canada suit toutes les tendances économiques et culturelles des États-Unis, sauf celle-là, qui est la plus fondamentale, la plus coûteuse pour le Québec. Les gens vont dire, eh oui, mais c'est à cause de la voie maritime, si l'Ontario s'est tant développé. Non, la voie maritime aurait dû enrichir Montréal, elle aurait dû drainer les ressources du continent, qui descendraient vers une ville océanique comme Montréal, et où ils seraient échangés pour les biens qui proviennent par le Saint-Laurent, les biens qui viennent de l'océan par le Saint-Laurent. C'est pas ce qui est arrivé. La situation, c'est d'autant plus grave que tous les spécialistes sont d'accord pour dire que c'est New York, et non pas Buffalo ou Détroit au fond des Grands Lacs, qui a profité du petit canal Erie pour s'enrichir. Donc, New York a profité à plein du petit canal Erie pour s'enrichir, et le Québec n'a pas été capable de profiter d'un immense fleuve Saint-Laurent qui est visible depuis la Lune. Une anomalie vraiment coûteuse pour nous. Le centre du trafic est tellement inversé par rapport à la normale au Québec, que les minéraliers qui amènent le fer de cette île remontent régulièrement le fleuve Saint-Laurent pour aller alimenter les usines de l'Ontario, ce qui est déjà une anomalie étrange. Une autre anomalie tout à fait frappante, c'est celle qui, dans le domaine routier, c'est que Montréal est relié à New York en ligne droite par la vallée de l'Hudson et la route 87 à New York et le Boss Wash, alors que les industries de l'Ontario doivent contourner le lac Ontario et zigzaguer à travers les Appalaches pour se rendre aux mêmes destinations. Comme Montréal forme est à la fin de la navigabilité du fleuve Saint-Laurent, Montréal occupe une position unique au monde. Elle est à la tête de 3 grands corridors qui mènent à la richesse. Le premier corridor, c'est celui du Saint-Laurent qui mène à l'océan et à toutes ses richesses. Le deuxième, c'est celui dont on a parlé qui mène au Boss Wash américain. Et le troisième, c'est celui qui part de Montréal et qui se rend jusqu'à Chicago en passant par Toronto et Détroit. Un corridor qui a pris d'autant plus d'importance que le canal Erie était à peu près abandonné de nos jours. Or, c'est pas Montréal qui profite de cette position unique au monde, c'est Toronto qui est situé un peu n'importe où et sur seulement un des corridors dont on a parlé et qui ne le contrôle même pas, étant donné que les villes américaines du sud des Grands Lacs font contrepoids.
La domination de Toronto, d'autant plus étonnante qu'elle n'est même pas au centre de l'axe économique canadien. Si on trace une droite qui suit la frontière sud du Canada, on se rend compte que cette droite-là se dirige vers Montréal et que la péninsule ontarienne fait bande à part. En fait, la transcanadienne ne passe même pas à travers Toronto. L'économie de Toronto, en fait, tourne le dos à la transcanadienne et s'éloigne en direction des États-Unis. La richesse en Ontario est concentrée dans ce qui s'appelle le Golden Horseshoe, c'est-à-dire le fer à cheval doré, ce qui dit beaucoup sur sa richesse. Depuis plusieurs décennies, la population et la richesse en Ontario est en train d'essayer de faire le tour du lac Ontario, d'où le nom Golden Horseshoe, pour se rendre à Buffalo et ensuite vers les marchés américains. C'est la même chose du côté ouest, où il y a une espèce de réputation de l'économie et de la population vers Détroit et Chicago. Si on trace une droite entre le Golden Horseshoe et Montréal et l'Est, et on se rend compte qu'elle forme un angle avec la droite qui relie les métropoles de l'ouest du Canada, et que ces deux droites-là se rencontrent à Montréal. Ça veut donc dire que Montréal est à la tête de 4 corridors économiques. Alors, encore une fois, ce n'est pas Montréal qui en profite, c'est Toronto. Au fil des décennies, le Québec est devenu la 9e province la plus pauvre du Canada. Ce qui fait que le Québec, ce sont des pauvres entourés de riches. Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario sont tous plus riches que le Québec. Et les 4 États américains qui sont au sud du Québec sont tous riches. Le pire, c'est le Maine, qui est seulement la 32e État le plus riche des États-Unis, ce qui est déjà beaucoup quand on parle de la plus grande puissance économique du monde, alors que le New Hampshire, le 6e État le plus riche, le Vermont est le 19e et l'État de New York le 16e. Donc, le Québec, c'est des pauvres entourés de riches, alors que l'Ontario, c'est complètement l'inverse. Ce sont des riches entourés de pauvres. Le Québec et le Manitoba sont plus pauvres que l'Ontario. Et au sud de l'Ontario se situe ce qui s'appelle le Rust Belt américain, la ceinture de rouille, où sont en train de rouiller des centaines d'usines désaffectées. La situation va tellement mal dans le Rust Belt qu'une ville comme Buffalo est en déclin depuis plusieurs décennies, au point où en 1960, elle était déjà revenue à son niveau de population de 1890. Buffalo est une petite ville pauvrette qui est en restructuration constante. On peut dire la même chose d'une ville comme Cleveland, où depuis 2008, il y a même un programme pour détruire des milliers de maisons dans les quartiers désaffectés, parce que les gens sont partis et qu'ils sont invendables. L'idée, c'est d'augmenter la valeur des maisons restantes des quartiers abandonnés. Il y a même des journalistes américains qui ont surnommé Cleveland l'erreur du lac Erie, ce qui en dit beaucoup sur sa pauvreté. Mais le cas le plus frappant des pauvres qui entourent l'Ontario, c'est la ville de Détroit. Une ville qui a une position stratégique bien supérieure à celle de Toronto, étant donné qu'elle est située entre le lac Erie et le lac Huron et entre deux villes riches, c'est-à-dire entre Toronto et Chicago. Or, depuis l'an 2000, Détroit est passé de la 10e ville la plus populeuse des États-Unis à la 18e. Elle a perdu 25% de sa population, alors que, surprise, Toronto gagnait 100 000 immigrants par année. Le contraste entre l'Ontario riche entouré de pauvres et le Québec pauvre entouré de riches est une anomalie vraiment tout à fait frappante. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi le Québec est constamment perdant dans ces anomalies canadiennes et pourquoi l'Ontario en sort toujours gagnant. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette vidéo. J'espère que vous serez là pour la prochaine qui risque d'être au moins aussi intéressante. Merci et au revoir.